Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. À l'affiche ce soir, développement local dans la préfecture de Forêt-Caria. La localité bénéficie de plusieurs infrastructures grâce au projet de développement financé par l'ANAFIC. Les travaux de construction ont été lancés par le Premier ministre chef du gouvernement. Et puis les résultats de la session 2019 des examens du BEPC sont officiellement connus sur toute l'étendue du territoire national. 44,11% des candidats ont obtenu le fruit de l'effort et de la détermination. Environnement, épuisement des ressources renouvelables de la planète. Le jour de dépassement, c'est bien ce lundi 29 juillet 2019, ce qui signifie que notre consommation en ressources dépasse ce que la Terre est susceptible de donner. Bonsoir à tous, merci de suivre la télévision nationale pour vous informer. Le Premier ministre chef du gouvernement et la ministre du Plan ont successivement reçu en audience le vice-président du groupe de la Banque mondiale pour la région Afrique. Cette visite s'inscrit dans le cadre du PNDS et du nouveau cadre de partenariat pays 2018-2023. Au terme de la rencontre, des accords ont été signés. Maïmouna Bella Diallo pour en savoir davantage. Au cours de cette audience, la ministre du Plan et le vice-président de la Banque mondiale ont tout d'abord évoqué les opportunités et les priorités du gouvernement guinéen en matière de développement et d'investissement. Le financement des projets visant à renforcer le capital humain, à soutenir l'essor du secteur privé, accroître la productivité agricole et améliorer l'accès aux infrastructures sont entre autres défis à relever. Le programme actuel sur 3 ans, nous avons déjà investi à peu près 600 millions de dollars. Mais dans nos discussions aujourd'hui avec Madame la ministre du Plan, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut augmenter ces investissements, et dans quel domaine, quels sont les domaines prioritaires. Donc nous avons parlé de l'agriculture, de l'enfance et le développement humain, et aussi du secteur de l'énergie et les infrastructures. De son côté, le ministre de l'économie et des finances signe avec la nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale en Guinée. Ce sont 2 accords de financement qui ont été ainsi signés à cette occasion. L'un en faveur de l'éducation pour un montant de 50 millions de dollars, l'autre pour les PME à hauteur de 30 millions de dollars. Dans le même registre, la SFI accorde 20 millions de dollars au groupe privé Sonoco, spécialisé dans l'agro-industrie. L'investissement dans le capital humain est essentiel pour parvenir à une économie solide en Guinée, avec un secteur privé dynamique et compétitif et des entreprises qui innovent. Et cela m'amène au 2e accord de financement et 2e projet que nous signons aujourd'hui. Ces micro, petites et moyennes entreprises sont vraiment le moteur de l'économie, celles qui génèrent des emplois. Elles font face à 2 obstacles, des obstacles pour accéder au marché et au financement. En Guinée, le portefeuille actuel de la Banque mondiale comporte 24 projets et programmes, dont 16 projets nationaux pour une enveloppe globale de près d'1 milliard de dollars. Au cours de la période 2016-2019, la Banque mondiale a approuvé des financements à hauteur de 591,7 millions de dollars en faveur de la Guinée. Le programme indicatif pour le reste de l'année 2019-2020 prévoit des actions à hauteur de 345 millions de dollars. Ce programme comprend 6 projets inclus dans le présent protocole. Conakry vient d'abriter les travaux du forum du secteur privé pour le développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle. Il s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme dénommé Nourrir l'Afrique et doit aboutir à des échanges entre les chefs d'État. Ibrahima Keïta nous en dit plus. Le 22 juillet dernier, et sur l'initiative du président de la République, le professeur Alpha Condé, avec l'appui de la Banque africaine de développement,
Conakry a abrité le premier forum du secteur privé pour le programme de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle. L'objectif général de cette rencontre était de présenter le programme, les enjeux et les perspectives des zones spéciales de transformation agro-industrielle. Sur 5 zones prévues, Boké et Kankan sont déjà identifiées. Au-delà de la Guinée, il s'agit de développer les échanges entre les pays africains autour du slogan « Nourrir l'Afrique ». Mais quel est concrètement l'avantage d'un tel programme pour la Guinée? Ce que ça va rapporter concrètement à la Guinée, la première chose, les hommes d'affaires guinéens qui vont investir auront des industries accompagnées financièrement par la Banque africaine de développement. La population, c'est-à-dire les producteurs, les plus de 75%, verront leurs produits rachetés. Donc vous n'aurez plus de pourriture de mangue, orange, de tubercules qui pourrissent. Donc ça va enrichir les producteurs guinéens. Et ensuite ça va enrichir non seulement les producteurs mais l'industriel. Mais à travers cette filière, vous aurez les transporteurs qui auront leur part, vous aurez les exportateurs qui auront leur part et nous allons économiser des devises. Le Malien, au lieu d'importer en Italie, il importe en Guinée. C'est un peu la zone, donc ce n'est pas destiné à la Guinée seulement. Un Malien aussi peut quitter, venir construire une usine dans cette zone. Avec la réalisation de 200 usines pour les 2 zones, Kankan et Boké, ce projet gigantesque est une ambition longtemps entretenue par le chef de l'État. Et pour y arriver, le pays a besoin d'un secteur privé fort, mais surtout organisé. Le secteur privé guinéen a besoin de s'organiser. Le secteur privé guinéen a besoin de mettre en place un processus qui lui permet d'être vraiment un secteur capable de lancer la Guinée à l'émergence. Cela est possible, mais il faut qu'on s'organise. En somme, le présent forum vise à développer durablement les produits agroalimentaires susceptibles de réduire les importations massives en valorisant le potentiel à l'export des filières porteuses de croissance. Nous sommes accompagnés pour la réalisation de ce programme, premièrement par un bailleur de fonds qui est la Banque africaine de développement, qui va nous accompagner techniquement et financièrement pour développer ces 2 grands bassins de production agricole dans le domaine de la transformation. Mais aussi nous avons le secteur privé guinéen et avec l'ouverture du pays au secteur privé international. L'objectif, c'est de créer des zones dans lesquelles les produits qui sont produits peuvent être transformés pour développer l'agriculture et aussi augmenter le revenu des populations. Pour conduire son programme d'agropole, le gouvernement guinéen a sollicité l'appui de ses partenaires traditionnels, dont la Banque africaine de développement, qui s'est engagée aux côtés de l'État à travers sa stratégie Nourrir l'Afrique 2016-2025 et en particulier son programme phare des zones spéciales de transformation agro-industrielle. Autre sujet d'actualité, après une période de pause, les ministres reprennent leur passage devant la presse. Le ministre de la Pêche a présenté les réformes apportées dans les différents secteurs de sa juridiction, l'augmentation du taux de consommation par ménage, le tonnage de capture et l'aménagement des débarcadères sont des acquis, sans oublier le retour du label Made in Guinée sur le marché européen. Ansoumani Toumani Camara, reportage. La contribution des pêches à l'économie nationale est passée de 10 milliards en 2010 à plus de 66 milliards de francs guinéens en 2018. Ce matin, devant les journalistes, le ministre des Pêches est venu expliquer les péripéties de ce bond. Frédéric Loy commence à faire le diagnostic du secteur des pêches en Guinée en 2010 avant de présenter les réformes entreprises dont le premier effet est l'augmentation du taux de consommation du poisson dans le pays. Le taux de consommation a considérablement augmenté, passant de 13 kg à environ 24 kg par habitant et par an. L'instauration d'une période de repos biologique de 2 mois et la relance de la pisciculture en fonction des réalités naturelles de chaque région du pays au compte d'un programme présidentiel participent au bonheur des populations. Les sources de protéines animales sont diversifiées. Les efforts de développement dans ces sous-secteurs se sont focalisés entre autres sur la construction de plusieurs infrastructures, notamment les marchés de poissons, des débarcadères
de pêche continentale, l'aménagement des mares, l'importation de 30 000 alevins de macharon, 10 000 alevins et 2 000 géniteurs de tilapia nilotica dans le cadre de l'initiative présidentielle. L'intégration de la pisciculture dans les exploitations agricoles fondées sur le concept agroécologique. L'augmentation de la production de riz induite par l'association de l'élevage de poissons qui passe à 800 tonnes en 2018. De l'immatriculation gratuite de 5000 pirogues à la réorganisation des acteurs de la pêche artisanale, le pouvoir public guinéen et ses partenaires ont aussi mis en priorité l'aménagement des débarcadères. À ce jour, le port de pêche de Boulbiné, de Téminetaï sont aménagés et équipés. Ceux de Kaporo et de Koukoudé seront également modernisés pour améliorer les services de la pêche artisanale. Plusieurs projets de développement, dont entre autres le projet de construction et d'équipement des points de débarquement aménagés, le projet d'aménagement du port de pêche artisanale de Kaporo d'un montant de 1,219 milliard de yens, soit 11 millions de dollars américains. L'amélioration des conditions d'accostage et de débarquement en pêche artisanale maritime, la construction et l'équipement de 100 barques de pêche en faveur des jeunes pêcheurs, le renforcement des capacités des coopératives de pêche artisanale, l'octroi de 3 pirogues écoles aux pêcheurs de Bongolon, Koukoudé et Matakan. Dans un magazine audiovisuel de 14 minutes, le ministre des Pêches a montré des actions concrètes dans son secteur, notamment le renforcement de la surveillance maritime pour lutter contre la pêche illicite, la relance des activités de la recherche pour une gestion durable des ressources en mer. Des efforts qui ont permis à la Guinée de reprendre ses coopérations avec l'Union européenne en octobre 2016 et le retour du label Guinée à l'international. Aujourd'hui, grâce à ces réformes ambitieuses et productrices d'effets, la Guinée est citée en exemple pour la gestion responsable de ses ressources, d'où le prix de l'excellence de la Commission de l'Union africaine en 2018. Appui aux collectivités, le Premier ministre chef du gouvernement a procédé au lancement des travaux d'une série d'infrastructures dans la préfecture de Forêt-Caria. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de la responsabilité sociétale du gouvernement de doter toutes les régions du pays d'infrastructures sociales de base. Une initiative présidentielle saluée par les bénéficiaires. Ousmane Bangoura nous fait le point. Nous voici à Forêt-Caria, la ville de Fodé-Katibi-Touré, pour le lancement des travaux de reconstruction du marché préfectoral et la construction d'un abattoir moderne. Cette forte mobilisation des fils résidents et ressortissants de Moria est un signe de reconnaissance au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Je voudrais émettre un souhait, celui de nous voir chaque année réunis en ce même lieu pour des cérémonies identiques, afin que notre communauté puisse se développer et que nos populations puissent bénéficier du fruit du progrès tant ambitionné par nos populations laborieuses. Nos communautés nous chargent de lui signifier leur entière adhésion à l'élaboration d'une nouvelle constitution qui devra prendre en charge les nouvelles aspirations du peuple. La population de Forêt-Caria va bientôt se frotter les mains avec la réalisation de plus de 8 ouvrages dans la commune urbaine. Il s'agit entre autres un double hangar de 160 places, 8 magasins de stockage, une boucherie de 6 cabines, une poissonnerie de 32 places et un bloc latrine de 10 cabines. 2,3 milliards francs guinéens, c'est le coût d'investissement de cette initiative présidentielle. Ce qui nous amène aujourd'hui à Forêt-Caria, et cela se passe partout en Guinée dans les 342 communes que connaît le pays, communes urbaines et communes rurales. Ce n'est pas que pour 2019, c'est pour tout le temps. Ce que vous appelez le coudéisme, ce sera le coudéisme lanatique.
L'émissaire du chef de l'État, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a tenu à insister sur la nécessité de promouvoir le programme de l'ANAFIC. Le chef du gouvernement a également invité ses frères et sœurs de Moria à la préservation de la paix, la tolérance et l'unité nationale. L'ANAFIC est destinée à poursuivre les paris pour la Guinée du professeur Alpha Condé. Il s'est mis dans la vision de reformer la Guinée. Il a entrepris des réformes économiques et financières qui ont porté des fruits. Il n'y a pas de doute. Il a remis la Guinée dans le concert des nations à prendre sa place dans le temps. C'est devenu une réalité. Il a, comme vous le savez, après avoir mis les équilibres économiques, le professeur a doté le pays des grandes infrastructures énergétiques, hôtelières, etc. Il a reformé le système éducatif parce que c'est l'avenir de la jeunesse. Malgré toutes les difficultés connues et reconnues par les uns et les autres, difficultés politiques, difficultés économiques, difficultés même sanitaires, parce que nous avons eu à faire face à la crise, hélas, très difficile d'Ebola. Maintenant, c'est l'ère du développement participatif pour accélérer la croissance et délivrer au niveau des citoyens le fruit de cette croissance. Plusieurs artistes musiciens du pays étaient aussi présents à la rencontre pour égayer le public venu pour la circonstance. C'est avec un cœur soulagé que Dr Ibrahima Kassory Fofana a quitté son Moria natal. Au chapitre éducation, les résultats du brevet d'études du premier cycle sont disponibles sur l'ensemble du territoire national. Publié cet après-midi, le taux de réussite est de 44,11%. Ambiance et tristesse dans ce reportage de Mounir Barré. Cette année, ils étaient plus de 149 000 candidats inscrits, dont 64 600 filles à affronter les épreuves du brevet d'études du premier cycle. À l'arrivée des résultats, 60 413 candidats sont déclarés admis. Le taux de réussite est presque similaire à celui de l'entrée en 7e. Il affiche les 44,11%. L'effectif des candidats ayant composé au brevet d'études du premier cycle. Il y a 136 970 candidats, dont 58 190 filles ont été admis, 60 413, dont 24 582 filles. Mais dans les établissements, les fortunes sont diverses. Au collège Guipé 2, par exemple, dans la commune de Ratouma, sur 510 candidats, seuls 115 sont admis. Parmi les heureux de ce collège, 71 filles. On a présenté 510 candidats, on a eu 115 admis, soit un pourcentage de 22 et quelques pourcents. Il faut que les enfants prennent conscience. Il faut s'amuser pendant le déroulement des cours. C'est-à-dire que l'éducation ne va pas avec autre chose. Il faut que les enfants prennent au sérieux les études. Cette année, j'ai confirmé le BPC. C'était pas facile, mais bon, par la grâce de Dieu, j'ai confirmé. Je remercie Dieu et d'autres personnes n'ont pas confirmé, mais je les encourage à refaire le BPC. C'est pas facile. Dans cette école de la haute banlieue de la capitale, ceux qui versent les larmes de l'échec sont plus nombreux. J'ai fait 9 mois de cours, j'ai pas eu, donc il faut que je redouble d'efforts. Comme c'est pas la fin du monde, je vais bien me préparer pour l'année prochaine. Face à ce faible taux de réussite, les responsables à tous les niveaux affirment que chacun doit jouer sa partition pour la bonne qualification du système éducatif guinéen. En attendant, les regards sont désormais tournés vers les résultats du baccalauréat unique session 2019. Et puis, vulgarisation de la notion d'assurance qualité dans l'enseignement et la formation à l'intention des recteurs et directeurs généraux des institutions éducatives. Une rencontre de partage d'expériences est tenue sur le sujet. On en sait un peu plus dans ce reportage de Bernard Tanguino. C'est une opération d'orientation des responsables et promoteurs d'institutions d'enseignement supérieur.
Ces managers d'universités et d'écoles techniques sont interpellés et sensibilisés sur la notion d'assurance qualité dans les programmes d'enseignement. Un processus piloté par l'ANAQ, Autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement et la formation. Nous savons que notre système éducatif a des défaillances et nous savons que des diplômés n'ont pas d'emploi. L'une des raisons, c'est que la qualité, il n'y a pas d'alignement entre la formation et le marché de l'emploi. Donc pour corriger cela, nous incitons les universités à s'inscrire dans la démarche qualité. Et pour cela, les hauts responsables des institutions sont les premiers concernés par la mise en œuvre d'une démarche qualité. Pour réussir le processus de vulgarisation et d'instauration de la notion d'assurance qualité, l'ANAQ fait appel à l'expertise régionale et internationale. Une rencontre de partage d'expériences sur la promotion de l'excellence. Un partage d'expérience parce que l'IFGU, c'est un institut de l'Agence universelle de la francophonie, c'est œuvre en fait pour la solidarité. Et donc en fait dans le cadre de cet atelier de vulgarisation, nous appuyons l'ANAQ sur la mobilisation d'expertise. Ce qu'il faut savoir, nous sommes dans un monde globalisé, que nos étudiants sont amenés à être mobiles, à faire une formation aussi bien dans nos pays africains, mais aussi à bénéficier d'une internationalisation et donc à partir à l'international aussi. Mais il faudrait que notre système d'assurance qualité soit cohérent et soit en phase avec tous les standards internationaux. Pendant 3 jours, plusieurs modules seront déroulés. L'assurance qualité dans l'espace CAMES, la création de cellules internes d'assurance qualité dans les établissements ou encore l'évaluation des programmes de formation. C'est en janvier 2012 que cette autorité d'assurance qualité a été mise en place par décret de Monsieur le Président de la République. Le pourquoi, c'est pour une meilleure lisibilité de nos institutions et de nos formations. Parce que qui parle de formation doit parler qualité, qui parle d'institution doit parler qualité. S'il n'y a pas de qualité dans ce que nous faisons, nous allons mettre des produits sur le marché très peu compétitifs. Cette rencontre internationale de partage d'expériences devrait permettre de baliser toute action relative à l'enseignement et à la formation, notamment les conditions de création d'institutions d'enseignement supérieur et technique, la création d'un programme d'enseignement ou encore l'accréditation d'un programme de formation. Et puis cette brève, les pèlerins guinéens, à l'instar de leurs religionnaires, commencent à rallier les lieux saints de l'islam. La première étape de Médine est marquée par la visite de la mosquée du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Les pèlerins ont également visité des lieux historiques où reposent les sceaux du prophète, sa fille, sa femme Aïcha et plusieurs autres de ses fidèles compagnons. Suivez à présent les témoignages de quelques pèlerins guinéens au micro de nos reporters Mohamed Sankan, Adi Kamara. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis dans cette mosquée, la mosquée du prophète Mohamed, paix et salut de Dieu sur lui. Cette mosquée qui a vu les derniers moments de la vie du prophète Mohamed et de ses compagnons avec sa famille. Cette mosquée qui est riche en événements et cette ville sainte même, Médine, qui est une ville où l'islam a atteint son apogée. Nous avons visité la mosquée, nous avons visité sa tombe et tous ses compagnons, notamment Aboubakr, Omar et Aïcha. Nous rendons grâce à Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et puis, nous vous donnons lecture de ce décret numéro 223 portant désignation des représentants de l'État au Conseil d'administration du guichet unique du commerce extérieur. Le président de la République décrète. Article 1. Les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés en qualité d'administrateur au conseil d'administration du groupe Web Fontaine FZ LLC en charge de la gestion
du guichet unique électronique des formalités, procédures et opérations du commerce extérieur. 1. M. Salifou Kamara, opérateur économique. 2. M. Sidi Mouktar Diko, inspecteur des services financiers et comptables. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 29 juillet 2019, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Circulation routière, les motos tricycles dans le transport public. Ces motos à 3 roues ont pris d'assaut la commune de Ratouma, conçue pour les transports de marchandises. Si ce moyen de locomotion soulage de par sa rapidité les canalisations pour éviter les débordements sont nécessaires. Ils sont parfois responsables des doubles fils. Reportage Alpha Issadaba. Si leur présence était rare en Guinée, aujourd'hui, ils deviennent de plus en plus nombreuses dans la circulation. Il s'agit bien de ces mototricycles. Comme leur nom l'indique, ces engins à 3 roues sont aussi constitués d'un petit moteur relatif à celui d'une moto, un demi-guidon à l'intérieur dans certaines et à l'extérieur chez d'autres pour assurer la direction. Avec ce nouveau moyen de locomotion, les usagers se disent soulagés. Grâce au TVS moto là, ça nous facilite d'aller là où tu veux. Problème de coupage de trucs là, de tronçons, ça aussi c'est réduit. Avant, quand tu venais pour gagner Caporo, ils vont dire je viens à Nongo. Pour aller à Caporo, tu dois payer deux fois transport. Vous voyez, ça aussi, c'est l'avantage de ça. S'il y a moins d'embouteillages, moins d'excès de vitesse. Donc c'est-à-dire que même s'il y a quelque chose qui manque quand même problème de sécurité, tu es tranquille quand même. Tu vas aller au moins l'heure voulue, tu n'arrives pas à retarder tes programmes, il y a tout ça aussi quoi. Donc vraiment, quand même moi quand même je suis à l'aise. Comme les motos, les tricycles peuvent aussi serpenter entre les véhicules pour être à l'abri des embouteillages. Les citoyens ont pris goût. Dans la commune de Ratouma, beaucoup les appellent d'ailleurs Lambani Moto. Avec 2000 francs par tronçon, ces triporteurs prennent jusqu'à 5 passagers contre 6 chez les taxis à 4 roues. Déjà, leur apparition commence à créer des rivaux. Les conducteurs de moto-taxi se lamentent de la rareté de la clientèle. Le travail est un peu diminué. Par rapport à ce ici à Lamba Madina 5 000 francs. Bon, nous, si c'est 5 personnes, on prend à Lamba Madina 20 000, 25 000. Mais la cause, elle prend 5 personnes. Nous, on prend une seule personne, allez seulement. Et quand il va aller-retour, c'est qu'il gagne, nous, on ne peut pas gagner ça. C'est pour ça que, bon, aller à notre travail, bon, c'est un peu diminué par rapport au travail de l'État, 3 pinots là. Pour voir les clients, c'est un peu difficile pour nous. Si les gens viennent, c'est dans ça qu'ils vont monter. À la différence de 2 roues, les tricycles ne circulent qu'à Sonfonia, Lambani, Madina en passant par Amdalaï. J'ai commencé par les décycles, mais je vois que les tricycles sont plus rentables que les décycles. L'axe de Lambani, là, c'est des axes aller-retour. Il n'y a pas de barrière au beau milieu. Donc, s'il n'y a pas de barrière au beau milieu, donc les motos là sont profitables. C'est ça, les motos là profitent. Ces motos sont toutes immatriculées, donc autorisées à circuler dans les centres urbains et périurbains. Au dire des autorités du ministère des Transports, en matière de réglementation, les mototaxis et les tricycles sont soumis aux mêmes exigences. À la police, les responsables sont en train de prendre des mesures pour éviter des débordements. Vous allez voir que les tricycles, là, la plupart sont immatriculés déjà. Donc, ils sont autorisés à faire le transport. Et si un engin est immatriculé, la police routière ne peut rien, ou la gendarmerie routière, nous ne pouvons que suivre ce que la loi nous dit de faire, c'est-à-dire appliquer la loi. Nous allons essayer de rencontrer le syndicat de taxi-moto, le syndicat des tricycles. Nous allons essayer de venir vers eux, les réunir, discuter avec eux et faire une sensibilisation avant de faire une descente avec la brigade mobile pour pouvoir interpeller ceux qui vont faire les infractions. Ces tricycles sont importés de l'Inde par la société Topaz.
Chez les importateurs ou dans les grandes boutiques de vente, les clients affluent. L'on se souvient que c'est de cette façon que les mototaxis ont pris de l'ampleur dans les centres urbains. Aujourd'hui, il est difficile de les maîtriser. Leur circulation est interdite à Kaloum par exemple, mais jusque-là, la mesure tarde à être appliquée à la lettre. Une organisation sérieuse de la circulation de ces tricycles pourrait éviter les dégâts que les conducteurs de ces engins à 2 roues entraînent dans la vie de tous les jours. Ce lundi 29 juillet 2019 est marqué comme au jour du dépassement, une date qui rappelle que l'humanité a épuisé les ressources naturelles plus vite que la Terre ne peut en produire. Que signifie le jour du dépassement? Quels sont les enjeux de la protection de la planète? La réponse dans ce reportage de Hassan El Alsela. C'est une triste date en effet que le jour du dépassement représente pour l'humanité. Ce jour symbolise l'épuisement des ressources naturelles de la Terre à cause de la surconsommation de l'homme. C'est la date à partir de laquelle l'empreinte écologique dépasse la biocapacité de la planète. Chaque année, le jour du dépassement arrive un peu plus tôt. Il y a 20 ans, en 1999, il était fixé au 29 septembre, soit 2 mois plus tard que cette année. Que signifie le jour du dépassement? L'ONG française WWF annonce en effet qu'à l'échelle de la planète, nous avons pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres et cultivé plus de terres que ce que la nature peut nous offrir au cours de l'année. Quant aux émissions de gaz à effet de serre, elles ont été plus importantes que ce que nos océans et nos forêts peuvent absorber. Face à cette problématique mondiale, que faire donc pour sauver la planète? Les scientifiques et spécialistes de l'environnement recommandent de revoir notre modèle de consommation alimentaire et des ressources naturelles du sol et du sous-sol, mais aussi de déplacement urbain. Aujourd'hui, les questions environnementales devraient davantage mobiliser l'ensemble des couches pour davantage sauver la planète. Ce commentaire de Hassan El Alsela nous amène à dire que Dame Nature est belle et généreuse puisqu'on se sert d'elle, alors soyons bons gardiens de ce don de Dieu en la préservant. Nous vous invitons à suivre à présent la rubrique Guinée en bref dans un commentaire de Abdoulaye Diallo. La marche silencieuse en la mémoire de Dr Mahmoudou Bari arrive à Paris. Au cœur de la capitale française, des centaines d'Africains et Européens expriment le choc ressenti. Tous demandent justice pour le jeune Guinéen froidement assassiné le 19 juillet dernier à Rouen. Mon premier mot, c'est un premier mot de soutien envers sa veuve et son orpheline, parce que dans ces moments tragiques, il faut absolument avoir le soutien de tout le monde, de la communauté nationale et de la communauté guinéenne ici de France. Au-delà de l'indignation générale, légitime, au-delà des colères, c'est pour poser les vrais problèmes et y apporter des solutions. Moi j'appelle ça du racisme, c'est-à-dire un groupe ethnique qui appartient à l'humanité contre un autre groupe ethnique qui appartient à l'humanité. Dans cet ouvrage intitulé « L'Égypte au noir », Thierno Youla Silla, chercheur en sciences politiques, relate son long séjour en Égypte. L'auteur raconte les différentes rencontres qui ont bouleversé sa vie, tout en observant d'un œil perçant les grandes transformations qu'a connues la société égyptienne de l'an 2000, date de son arrivée sous les pyramides jusqu'à nos jours. Cet ouvrage relate les péripéties d'un Guinéen ou d'un Africain, un Guinéen, un étranger en Égypte. Cet étranger a eu affaire à beaucoup de défis, mais malgré tout, il est resté lui-même. Ce livre-là est aussi sur l'Égypte, pour faire connaître l'Égypte. Le Orea AC a remporté la 2e édition de cette compétition féminine devant le club industriel de Kamsar. Les deux équipes se sont quittées aux séances des tirs au but
3-1 pour les Rouges et Blancs de Matam. Cette initiative est de l'association guinéenne pour la promotion du football féminin. Le trophée porte le nom de l'honorable Zalikatou Diallo, député à l'Assemblée nationale. Je remercie les organisateurs, en l'occurrence l'association des clubs de football féminin qui a bien voulu organiser ce tournoi de reconnaissance et doté du trophée de ma modeste personne. Nous sommes à la 2e édition cette année. Je les félicite pour la persévérance. Les filles progressent. Et j'en profite pour lancer un appel à toutes les âmes de bonne volonté pour soutenir le football féminin de Guinée qui mérite vraiment d'être parmi les meilleurs sur l'échiquier africain. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et passé de bons moments en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir à tous.